Bonjour, bienvenue dans Sync of You, un podcast où nous allons parler de musique à l'image et plus particulièrement du lien et des émotions qu'elles entretiennent. Aujourd'hui, on reçoit Christophe Corré. Bonjour Christophe. Bonjour, salut Christophe. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Christophe a un parcours exemplaire dans la supervision musicale. Après une maîtrise de droit, tu as fait un passage rapide au bureau des affaires chez Virgin, puis tu as intégré l'agence BETC où tu es resté pendant 22 ans. Tout à fait. 22 ans pendant lesquels tu as participé aux plus belles campagnes de Lacoste, Air France, Orange, Saint-Laurent, Evian, et j'en passe parce que sinon on restera là jusqu'à très tard. Tu as également travaillé sur la bande originale de films comme Infidèles, Les Chevaliers du Ciel ou le documentaire Quelques mots. Alors, quelques mots, non. Non, tu vois, comme quoi. Je me rappelais plus du nom, mais en tout cas, c'était un film docu sur Candy Tavex. C'est ça. Ouais. C'était sur de la glisse, etc. Absolument. C'est celui-là. Tu as également été manager, alors je ne sais pas si tu l'es encore, de YouSec. Je le suis encore, YouSec. Pardon, des Naive New Beaters. Et puis tu as créé le label Pop Record, qui était le label musical de BETC chez Polydor. Exactement. En 2021, tu marques un tournant radical dans ta carrière puisque tu passes chez Publicis où tu occupes les fonctions de directeur de la création musique pour Publicis France et directeur général du département son de Prodijuice avec une équipe de 35 personnes. Exactement. Jusque-là, on est bon. Ah ouais. Et puis, comme ça suffisait pas, un an plus tard, toujours chez Prodijuice, tu développes avec Melody Simzak Art & Stories, qui est un nouveau modèle d'agence, une agence de création, une société de production, il me semble. Oui, c'est un département de création, mais intégré à la structure de production, enfin l'agence de production qui est Prodijuice. Donc, c'est intéressant comme modèle parce que c'est un modèle un peu comme ça, transverse, vraiment au carrefour de la création et de la production qu'on développe. Alors donc, je vois que j'ai pas trop dit de bêtises. C'est magnifique. Est-ce que tu peux te présenter plus personnellement, toi? C'est-à-dire plus qui tu es, toi. Là, j'ai parlé boulot. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant qui tu es, toi. Alors, quand j'étais enfant, j'ai commencé... Alors, me présenter, moi... ce que tu as résumé là, c'est effectivement à concentrer de mon parcours professionnel. J'ai choisi des chemins presque un peu de traverse pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Tout simplement parce que, parallèlement à mes études de droit, moi j'ai fait du droit au départ, un peu comme beaucoup d'étudiants qui savent pas trop ce qu'ils vont faire après le bac, mais j'aimais bien ce côté défendre les veuves et l'orphelin, pour être honnête. Et en parallèle de ça, déjà à cette époque-là, avant que je rentre à la fac, je faisais des trucs dans la musique. J'ai organisé des événements. Quand la musique électronique et les rave parties sont arrivés de plein fouet en France, j'étais dans un bled à l'époque qui est Le Havre. Et en fait, on a lancé, avec un pote à moi, on a monté une asso pour organiser justement des rave parties. Moi, je faisais ça en parallèle de mes études. Et puis, cette espèce de dichotomie entre d'un côté ma passion musicale et puis mes études de droit, à un moment, ça m'a collé un peu des nœuds au cerveau quand je suis arrivé à la fin de ma deuxième année de droit. Parce que je me disais, merde... J'ai pas envie de terminer, moi, un jour banquier, j'ai pas envie d'être assureur, j'ai beaucoup de respect pour ces professions, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de joindre ma passion de la musique avec les études de droit? J'ai commencé à m'encarder, j'ai vu qu'il y avait des avocats qui étaient spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, puis j'ai vu qu'il y avait des départements juridiques au sein de maisons de disques. Ça m'a donné suffisamment de motivation pour être allé jusqu'à la fin de mes études, parce que le droit, c'est sympa, mais c'est dur, on va pas se mentir. Et donc, voilà. Et puis, à l'issue de ça, après, ça allait relativement vite. T'es entré chez Virgin, je crois, à ce moment-là. J'étais pris en stage au département juridique de Virgin. C'était amusant parce que j'habitais pas encore à Paris. Et puis, ils me disent, évidemment, comme tous les stagiaires, pas d'indemnité de stage. Parce qu'en plus, je savais que j'allais me taper des allers-retours tous les jours en train pour aller à Paris. Je vais me taper l'abonnement, etc. Puis, je réfléchis vite fait. Je me dis, bon, allez, t'as deux façons de faire. Soit tu commences un peu à gueuler pour ton indemnité de stage. Autant dire que des mecs comme toi, t'en as 50 derrière qui attendent ta place. Soit tu laisses passer, tu fais tes preuves, puis après, t'iras un peu taper à la porte en disant, quand même, c'est un peu injuste. C'est ce que j'ai fait. Et donc, au bout de 2-3 mois, je suis allé voir ma boss et je l'ai un peu baratiné. Et puis, résultat, j'ai obtenu mon indemnité de stage, rétroactive en plus. Et puis, je suis allé jusqu'à la fin de mon stage. Et après cette expérience chez Virgin, c'était un moment génial. Moi, c'est celui qui m'a marqué au fer rouge et qui a été un élément encore plus déclencheur par rapport à ma motivation de travailler dans le secteur audiovisuel parce que c'est pas de la nostalgie, mais c'était une période géniale. Virgin, à cette époque-là, c'était la maison de disques qui cartonnait, c'était toutes les grosses signatures, la French Touch, tous les trucs même qui sortaient, artistes français, les DAO, les machins, etc. Tout ça cartonnait, et c'était artistique. Donc c'est ça qui me plaisait, c'était une structure dite industrielle quand même, en tout cas commerciale, parce que c'était déjà gros, et en même temps qui faisait de l'artistique. Donc moi, ça me fascinait. Et puis, à la suite de ça, je cherchais du taf. T'es resté combien de temps là-bas avec un stage 6 mois. Donc, ah oui, d'accord. Voilà. Et je savais dès le départ que je resterais pas. Il me l'avait dit, c'était clair. J'y serais bien resté, pour être honnête avec toi. Mais ça a été une super expérience. Et puis, à la suite de ça,
cherchais un boulot et j'étais encore à Rouen. J'ai travaillé dans une structure qui était une structure associative. Et au départ, la vocation de cette structure-là, c'était d'aider les jeunes de quartier en difficulté. Donc, on est un peu éloigné de ma trajectoire de départ. Et en même temps, ils organisaient des événements. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire un peu du conseil juridique auprès d'artistes qu'ils accompagnaient. Et c'était le début des emplois jeunes. Et donc, ils m'ont proposé un emploi jeune. Moi, je cherchais un taf. J'avais 25 ans. Je me suis dit, bah tiens, ça m'intéresse. Mais surtout, ce qui m'intéressait derrière tout ça, c'était de comprendre un peu de l'intérieur, justement, ce qui se passe quand tu dis les jeunes de quartier, etc. Parce que tout le monde en parle, mais il y a peu de personnes, finalement. Enfin, il y a certaines personnes qui savent pas toujours de quoi elles parlent. Moi, ça m'intéressait d'être un peu à l'intérieur. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et puis, au bout d'1 an, j'étais content, mais j'avais envie de passer à autre chose. Et puis, c'est là où est arrivée cette opportunité chez BETC. Alors, la blague, c'est que moi, j'ai postulé comme négociateur de droit. Et j'avais mis un truc amusant sur la rubrique loisirs de mon CV. J'avais mis à la rubrique loisirs, j'avais mis organisateur de rêve party. Et mon futur boss, qui est Fabrice Brovelli, lui, ça l'a beaucoup amusé, cette option loisir, parce que lui, c'est quelqu'un qui a un peu, qui a une certaine personnalité. Et qui partage ce loisir-là. Ouais, entre autres, mais surtout qui est un fan de musique, mais c'est surtout que, en fait, lui, il avait une appréhension d'un juriste. Et donc là, il voit un mec qui débarque avec organisateur de rêve party, ça l'amusait plus que, voilà. Et donc, après discussion, il m'a confié ce poste-là de négociateur de droit. Et parallèlement à ça, on est en 99, il me dit, écoute, la musique, moi, j'ai une certaine expérience aussi dans la musique. J'ai fait pas mal de clips. Je suis fan de Zik aussi. Je trouve que la musique dans la publicité, c'est un élément indispensable, mais qui s'est pas encore assez développé. On est en quelle année, là ? 99. Qui s'est pas encore assez développé, alors que ça devrait être le cas. Comme quand on parle de l'identité visuelle, on devrait parler de l'identité sonore. Donc, faut avouer qu'il a vraiment été précurseur sur ce coup-là. Et il me dit, si tu veux, monte le département son de l'agence. Et là, moi, je dis, j'étais content, je fais OK, mais je savais pas ce que ça allait engendrer. Et j'arrive en juillet 99. Et la première campagne sur laquelle je travaille, c'est le fameux film Air France, réalisé par Michel Gondry, sur lequel on a synchronisé les Chemical Brothers. Le Passage ? Ouais, Le Passage. Et en fait, le film sort en octobre. Et la musique a été... le film a été un film qui a marqué l'histoire de la publicité. Et la musique a participé, évidemment, à la réussite et au succès du film. On en parlera tout à l'heure de ça, voilà. justement. C'est ton premier film, ça ? C'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Je suis arrivé en juillet, le film sort en octobre. Moi, j'étais... alors, attention, j'arrive, encore une fois, je suis négociateur de droit, il me raconte le truc dans développer le département son, mais faut être honnête, c'est pas moi, en 4 mois, qui ai proposé cette musique-là. Par contre, j'ai travaillé sur le projet. Et c'est dans le grand bain direct, quoi. Ouais, et voilà. Donc c'est ça le démarrage de l'histoire. Et pour être complètement transparent, ce qui est amusant, c'est que moi, j'avais un rapport à la publicité. En fait, je suis un enfant des années 80. Enfin, je suis né en 72, mais je veux dire, j'ai fait des découvertes autant images, son. Et à cette époque-là, c'est les clips, c'est les radios libres, etc. Et en fait, j'avais un rapport décomplexé dans le rapport entre la musique et l'image. Je m'intéressais autant à l'image que à la musique. Et d'ailleurs, avant même d'être un fan de Zik et un passionné de musique, je suis un taré de cinéma. Ouais. Voilà. Et quand je suis arrivé chez BETC, je m'étais dit, tiens, je vais rester peut-être un petit bout de temps là-bas, mais je vais revenir à la musique. Et en fait, au final... Cut 22 ans. Ouais, exactement. Voilà, 22 ans et je suis resté 22 ans là-bas. Bonne idée, la petite annotation sur les hobbies en bas du CV. Comme quoi, faites gaffe à ce que vous mettez en place. Écoute, en tout cas, moi, ça peut servir. Ouais, j'étais décomplexé par rapport à ça. Ouais. Ça m'amusait beaucoup. Ouais, de dire ce que tu étais vraiment, en fait. Ouais. Ouais. Parce qu'un CV, c'est tellement insipide des fois que... surtout quand t'as 25 ans et que t'as fait qu'un stage de 6 mois et que t'as bossé dans l'assaut, c'est clair. Oui, tu vois, c'est pas assez valorisant sur ton rapport à la musique, en tout cas professionnel. Mais voilà le résultat. Et justement, alors donc tu parlais de techno, qui a été apparemment, de rêve, c'est ta première famille, enfin paroisse musicale, on peut dire. Alors, je sais pas que c'est ma première famille musicale. Moi, si on remonte dans la culture musicale, moi, je suis avant tout un grand fan plus jeune, je suis un grand fan de toute la musique anglaise, anglo-saxonne, mais plutôt anglaise, des années 90. J'étais un grand fan de tout ce courant qu'on a appelé à l'époque la noisy pop, My Bloody Valentine, Ride, etc., etc. Après, j'étais un grand fan de tout ce qu'on a appelé le son Manchester, Happy Mondays, Charlatans et compagnie. Qui t'a fait découvrir tout ça ? C'est un grand frère, un concert, c'est quoi le point d'entrée, tu vois, avec très simple. Ouais. Le point d'entrée, il commence assez jeune. J'ai quand même, faut reconnaître, quelques disques de mes parents qui m'ont accompagné.
Mes parents étaient fans de musique, mais pas dans le sens passionné. C'était des fêtards. Donc, eux, ils foutaient la sauce le week-end avec leurs potes. Donc, j'écoutais de la musique. La compagnie créole, tout ça, quoi. Non, c'était vraiment des trucs, ils aimaient bien tous les trucs un peu 70, 80, mais c'était plutôt de bon goût, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, voilà. Et puis, ce qui est amusant, c'est que, voilà, j'avais ce rapport-là. Et quand j'avais 16-17 ans, c'est 16 ans, je me rappelle, j'allais déjà dans les soirées de potes. Et il faut avouer que déjà à cette époque-là, il y a un truc qui me saoulait, c'était la musique qui passait dans les soirées. Mais vraiment, ça me gavait, ça me plaisait pas. Et en plus, je cherchais des moyens de me faire de l'argent de poche. Et j'avais un de mes meilleurs potes à l'époque. On se dit, mais pourquoi nous, on ferait pas notre matos qu'on travaille en soirée? Quand je dis notre matos, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas la technique que tu as aujourd'hui où tu t'amènes juste avec ta clé USB. Fallait trimballer tes enceintes, ton ampli, la table de mixage, les platines vinyles, etc. Et les vinyles. Et les vinyles en plus. Donc, tu es obligé d'avoir globalement les parents qui t'accompagnaient en bagnole ou un truc du genre. Mais on a quand même fait ça. On a investi dans du matos comme ça. Et en fait, assez rapidement, on passait des soirées et c'était génial parce qu'on était payés et en plus, on passait la musique qu'on aimait. Donc ça, c'est, voilà, ma culture musicale a commencé à se développer comme ça. Et puis après, et c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des événements. Donc tu vois, j'avais, je te dis, 16 ans, ouais, entre 16 et 17. Mais t'as déjà un spectre un peu large parce que techno, enfin, assez vite, et aussi rock plus, tu vois, mais parce que en fait, j'ai été baigné par, c'est ce que je te dis, tu vois, l'arrivée de Energy, c'est Michael Jackson et compagnie. Et moi, j'adorais. Franchement, je suis un grand fan des artistes de cette période-là, donc plutôt mainstream. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à développer une culture un peu plus peut-être de musique indé, peut-être plus personnelle, avec des potes de potes, où on se copiait des cassettes, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes audio, voilà, un temps révolu, et en fait, où on se faisait découvrir des vinyles, il y avait les magasins de disques, etc. Et c'est comme ça que ma culture musicale a commencé à voir le jour. Et puis après, ce qui est génial, aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais à cette époque-là, quand t'es vraiment un fan de musique, tu développes une communauté autour de toi. C'est-à-dire de gens qui sont fans comme toi, des mêmes types de groupes. Et donc, tu vas dans des endroits où tu vas croiser. T'es obligé à ce moment-là, parce que comme t'as pas les réseaux, comme t'as pas les sites de stream, t'es obligé sinon tu n'écoutes pas de musique. Non. C'est pour ceux qui n'ont pas connu, c'est vrai que c'était beaucoup plus regroupé autour de tribus musicales. Ouais. T'aimais le hip-hop, ouais. J'ai envie de dire, ou t'aimais le rock. C'est ça. C'est en tout cas, c'est une communauté de gens que tu côtoies, des potes que tu côtoies en soirée, à des concerts. Et puis, tu me demandais si c'était vraiment l'arrivée de la musique électronique. Non, parce qu'en fait, en gros, j'ai cette background-là musicale, mais déjà, tu vois, il y a un truc qui s'amorce. C'est-à-dire que les groupes que je t'ai cités, qui sont les Happy Mondays, tous ces groupes anglais 90s, c'est des groupes qui ont commencé à vivre l'époque des rave parties, les Primal Scream, etc., et qui commençaient à intégrer de la musique électronique, finalement, dans leur rock à eux. Et moi, ça m'intéressait vraiment à fond. Et finalement, quand arrivait vraiment ce qu'on appelait le terme des rave parties, tu vois, moi, je commençais à entendre j'entendais des potes qui me parlaient du fameux club qui a fait figure de référence en Angleterre, qui était l'Hacienda, voilà, exactement, j'en entendais parler. J'écoutais toutes les émissions de Bernard Lenoir et tout, voilà. Et à la radio, je parle, et puis j'entendais ça, et ça commençait à arriver jusqu'à mes oreilles. On parlait pas encore vraiment, on parlait de rave party, mais c'était en Angleterre, c'était pas encore en France. Puis là, ça arrive en France. Et puis là, à un jour, avec des potes, encore une fois, j'étais entre le Rouen et le Havre, on voit une annonce sur une grosse rave party qui s'appelait Mayday. Ils appelaient ça After Mayday, mais c'était pas un after, c'était un peu la même soirée, mais à Paris, avec les mêmes artistes. Et là, on se dit, vas-y, putain, on y va. Et là, je suis atterri dans un truc, le point de rendez-vous, porte-maillot, les plans pour débarquer dans un énorme entrepôt où je me prends des lights plein la poire, la musique, le son. Et là, j'ai vécu le truc comme une expérience, une catharsis, il n'y a pas d'autre mot, où je me suis dit, enfin, j'ai un courant musical qui est générationnel. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'adorais des groupes comme les Pink Floyd, des groupes comme ça, mais ça restait quand même des groupes de mes parents. C'était un petit peu... Tu vois, c'était la génération de mes parents. Là, j'avais enfin un courant musical où je me disais, ça me correspond, c'est ma génération. Et voilà. C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant et ça correspond à ce que... Voilà, donc c'est pour ça qu'après, j'ai un peu vrillé là-dessus. Mais d'ailleurs, la musique électronique m'a fait beaucoup de bien parce que moi, j'ai toujours été à un moment un peu très... quand j'étais dans ma vague, justement, musique anglaise, j'étais hyper fermé parce que limite, des fois, on faisait écouter des groupes ricains. J'étais là, genre, non, en fait, en gros, tu vois, complètement débile. Alors qu'il y avait de la très bonne musique américaine, mais tu sais, t'as ce côté un peu ado où tu veux défendre des partis pris très forts et quitte à être un peu en tort des fois.
Et la En musique tout cas, à temps fermé, en tout cas. à temps fermé, exactement. Et la musique électronique, alors pas immédiatement, d'ailleurs c'est assez drôle, je découvre la musique électronique, les rave parties, et là je fais un truc qui est complètement débile, c'est que pendant quasiment 2 ans, je décide, dans cette volonté de m'enfermer, de n'écouter que de la musique métronymique. C'est-à-dire plus de chansons et que des trucs avec des pieds. T'as dû faire chier quand même. Bah ouais, bah bien sûr. Mais j'étais engagé, tu vois, j'étais dans un truc... Et avec des BPM un peu élevés et tout. De tout, j'écoutais ouais, tout. Tu vois, les trucs un peu hardcore aussi, ça me plaisait bien et tout. Et ça, c'était une période de transition. Et à la suite de ça, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que quand on parlait de la musique électronique, c'était pas la musique électronique, c'était les musiques électroniques, qu'il y avait plein de courants, on va dire, d'influence. Et c'est comme ça que je me suis ouvert à plein d'autres courants musicaux qui ont, pour moi, développé ma culture musicale. Voilà, il n'y avait pas que la musique anglo-saxonne, il y avait le hip-hop, c'est comme ça que j'ai découvert le hip-hop, c'est comme ça que j'ai découvert plein de courants musicaux qui font que ce que je suis aujourd'hui, en tout cas dans ma culture musicale. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant ce switch qu'amène aussi, je sais pas toi si c'est, tu vois, le rapport à l'image qui pour le coup nécessite cette grande ouverture dans nos métiers, effectivement, superviseur, que ce soit pour la publicité, pour le cinéma, c'est vrai qu'il faut une ouverture maximum de nos oreilles. Et pour le coup, un peu antinomique avec la démarche qu'on a quand on est ado, d'être, tu vois, d'être très concentré sur très un courant. sectaire. Oui, mais alors moi, je vais... Toi, tu t'es ouvert avant ou c'est le métier qui t'a amené à cette ouverture? Bah, il y a un truc qui est assez, quand même, représentatif pour moi de mon état d'esprit, justement, par rapport à ta question, c'est que l'un de mes groupes favoris, il y en a plusieurs, mais pour moi, c'est un de mes groupes favoris ever, c'est les Beatles. Pour moi, la musique, elle est faite, enfin, l'art en général est fait pour être partagé. J'ai jamais compris, j'avais souvent des discussions des fois avec des potes qui étaient dans une culture élitiste de l'art. C'est-à-dire, c'est un truc qu'il faut pas partager, c'est un truc que pour des aficionados, s'il y a un concert avec 5 poilus, bah c'est très bien. Et moi, ça, j'ai jamais compris. Pour moi, le Graal ultime, c'est les groupes qui arrivent à toucher le plus de gens possible sans se pervertir. Et les Beatles, c'est quand même le groupe d'une certaine génération qui est le groupe ultime pour ça. C'est-à-dire que ça a touché la planète entière. Et tu vois, c'est pour ça que moi, par rapport à mon métier, la publicité te permet de toucher des milliers ou des millions de personnes. Après, reste à savoir ce que tu veux faire de cette opportunité ou de cette porte sur les autres. C'est un vrai sujet qu'on abordera tout à l'heure, ça, effectivement. Parce que c'est effectivement très important. Là, on veut un peu comprendre comment tu as réussi à ouvrir cet esprit et le besoin que tu as eu pour faire ce métier-là, de t'ouvrir à toutes ces musiques différentes. Et vraiment, le lien est vachement important entre les différentes musiques et ce que tu dis, c'est qu'il faut toucher le maximum de personnes. Et je pense qu'un bon superviseur musical doit savoir toucher n'importe quelle personne au détriment de ses propres émotions à lui, en fonction du... c'est un vrai sujet, justement, ça. Je sais pas, tu veux qu'on l'aborde tout de suite? On n'est pas là pour faire les trucs dans l'ordre. Ok, moi, je vais te dire ce que je pense là-dessus. Il faut évidemment avoir en tête que tu t'adresses à des milliers de personnes, en tout cas beaucoup de personnes, pour que tu puisses potentiellement les toucher à travers le canal de la musique. Maintenant, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours considéré que si moi-même, j'étais touché par un artiste ou une musique, si moi je l'étais, je vois pas pourquoi les autres le seraient pas. Et quand je dis les autres, c'est l'ensemble des gens qui vont écouter ou voir une publicité sur laquelle j'ai travaillé. C'est une démarche comme ça qui peut paraître égoïste. Non, parce que c'est de l'émotion pure. Tu considères qu'à partir du moment où quelque chose t'a touché, fondamentalement, ça va toucher différemment de toi peut-être, mais ça va obligatoirement toucher quelqu'un. J'espère. Et puis après, tu vois, souvent j'ai été interrogé par des gens qui me disent, tu vois, qui me posent cette sempiternelle question qui est, mais toi, quand tu choisis les musiques, on est d'accord, tu regardes des études, tu regardes des stats, tu regardes des machins. Pas chez nous, monsieur. Moi, je leur dis, oui, ça me sert, c'est des outils qui me servent. Mais c'est pas l'argument principal. L'argument principal, c'est est-ce que moi, un artiste me touche? Est-ce que ce morceau, je pense qu'il peut toucher les gens? Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle, qui a une certaine expérience de la musique à l'image, et de la potentielle construction des morceaux pour la musique et l'image. Je vais pas aller voir une marque avec un morceau qui a aucun rapport ou qui marcherait pas sur un film, tu vois. Donc j'ai une certaine expérience, mais je fais confiance à mes goûts. Bien sûr. Encore aujourd'hui. Et puis c'est toujours un chemin entre un client, un cahier des charges, des demandes qu'on doit aussi satisfaire, un peu comme un compo pour la musique de film. Il va exprimer ce qu'il est lui, mais quand même au service d'un réalisateur et d'un projet. Du coup, toi, tu t'es retrouvé là-dedans aussi. C'est-à-dire que tu nous as raconté comment tu étais arrivé chez BTech, mais tu aurais pu ne pas
te satisfaire là-dedans et vouloir, t'aurais pu aller dans la musique entre guillemets vivante et pas dans la musique à l'image, mais t'as trouvé un vrai plaisir à répondre à un projet, à être complémentaire d'un projet. Moi, je vais te répondre, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, j'imaginais pas y rester aussi longtemps, et en fait, même si j'étais jeune, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'arriverais à avoir presque plus de liberté que si je travaillais pour un label. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, quand tu travailles pour un label, même si la maison est belle, et il y en avait quand même plusieurs, t'as quand même la contrainte de défendre coûte que coûte tous les artistes qui vont être signés. Tu signes, toi, si t'es DA des artistes. Alors, autant je peux être le meilleur vendeur du monde avec une marque pour défendre un artiste qui, moi, me touche. Par contre, je suis pas bon vendeur si tu me demandes de défendre un truc dans lequel je ne crois pas. Et en fait, je m'étais dit, tu peux, avec ce métier-là, il y a quand même une évolution du rapport entre la musique dans la pub. Tu peux participer à une période de transition. Deuxièmement, tu peux toucher quand même beaucoup de monde à travers ce vecteur-là. Et avec un peu de chance, tu détournes presque le média pour en faire un moyen d'expression pour certains artistes qui n'ont pas la chance d'être diffusés à une échelle aussi importante, parce que tous les artistes ne passent pas en radio, tu vois. Tout à l'heure, tu disais quelque chose, justement, t'es arrivé à un moment où la musique, elle était un peu, on va dire, la musique de pub à la papa, Erta, je pense à ça, voilà, beaucoup de compos originales. Bien sûr. Des Cotener. Un peu Cotener, un peu kitsch, enfin, en tout cas, pas, voilà, des plus bons, de la réclame. De la réclame, ouais, c'est ça. Des bonnes top lines, peut-être des bonnes mélodies de réclame. Ouais. Mais donc, ça, c'était un peu l'ancien monde. Et là, tous les deux, vous avez pris conscience qu'il y avait autre chose à faire et à amener autre chose. Est-ce que c'était par la synchro uniquement? Est-ce que c'était aussi par la compo originale? Et ça a été quoi un peu les clés ou les axes, tu vois, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de la French Touch pour la musique, mais il y a eu aussi la French Touch pour les réalisateurs. C'est-à-dire que parallèlement à la musique où on entendait parler d'EDAF, de R, etc., t'avais une nouvelle génération de réalisateurs qui étaient très décomplexés d'ailleurs dans leur rapport entre la musique et l'image, les clips, la pub, beaucoup plus que ce qu'il y a pu y avoir par le passé, et qui commençaient à se développer. Gondry, voilà, je parlais de Gondry, mais il y en a eu plein d'autres, tu vois. Je pense que Fabrice, lui, évidemment, c'était plus dans ses prérogatives d'être sur ce truc de réalisateur, mais on bossait ensemble sur les trucs de musique. Et ça a été quand même, c'est ça, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'enclencher et qu'il fallait essayer de saisir. Je parle de la French Touch, ça veut pas dire qu'on a synchronisé que des artistes de la French Touch. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire, mais on sentait qu'il y avait un espèce de move, quelque chose qui de se nouveau. passait, quoi. Exactement, quelque chose qui se passait. Est-ce que déjà à cette époque-là, t'as senti que les artistes qui avaient quand même tendance un peu à voir la pub comme l'antichambre de l'enfer commençaient à y accéder? Parce que là, aujourd'hui, c'est carrément, voilà, c'est un prérequis presque. C'est acté. Mais effectivement, à l'époque, c'était les débuts de ça. Même les maisons de disques. Même les derniers qui refusaient encore de lâcher, ont lâché pas, il y a pas longtemps, là. Ouais, bien sûr. En fait, en gros, si tu veux, comme je te l'ai dit, tu vois, le film, en fait, ça s'enchaîne hyper vite. Le film Air France, il a vraiment marqué les esprits et les gens se sont dit, enfin les gens, c'est incluant les annonceurs. Voilà. Ils se sont dit, tiens, c'est marrant, on peut faire de la pub comme ça, déjà, qui ressemble à un clip, et c'est marrant, on peut synchroniser des morceaux préexistants qui sont pas connus, et ça peut faire une success story. Et donc, ça a déclenché comme ça une dynamique du côté des annonceurs. Et donc, ça a ouvert pas mal de portes, pas mal de choses. C'est vrai qu'avant, les scénarios les plus fréquents, c'était soit les compos originales, soit la musique de catalogue, soit les gros tubes qui payaient très cher. Là, c'était un nouveau créneau. Et en fait, c'est vrai que nous, ça a été clairement chez BETC, le créneau dans lequel on s'est lancé. On s'est donné à corps perdu là-dessus, en se disant, allez, vas-y, nous, on y va à fond. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller synchroniser des artistes plutôt dans l'air du temps ou découvertes, on va dire. Newcomer. Newcomer, exactement. C'est intéressant ce que tu dis, bien évidemment, mais ça suffit pas. C'est-à-dire, t'arrives à un moment où vous craquez un truc, où vous faites cette première pub, c'est très bien, mais t'es resté avec le temps et ça fait aujourd'hui 25 piges que tu fais ça. Donc, à ton avis, c'est un truc qui nous intéresse avec Antoine, c'est, puisque ça s'apprend pas, il n'y a pas d'école de supervision musicale, on parlait d'émotion, on parlait de ressenti, on parlait d'ouverture d'esprit sur des musiques, on se connaît un petit peu, t'es quelqu'un de très empathique. Est-ce que tu penses que c'est cette empathie qui te permet, parce que tout à l'heure tu disais non, je cherche pas à savoir ce qu'il faut mettre, je cherche si une musique me touche, si l'émotion me touche, elle va toucher les autres. À ton avis, les clés, comment t'arrives à construire? T'as des problématiques, t'as des demandes, etc. Comment t'arrives à aller chercher la bonne musique, à aller chercher le bon truc? Comment ton process se passe pour arriver à craquer la bonne musique maintenant et tenir 25 piges? La question, évidemment, de la passion, elle est importante. Tu vois, moi, ma plus grosse angoisse dans mon métier, maintenant, c'est fini parce que j'ai passé cette étape-là, ça a été de me retrouver dans un scénario où un jour, j'écoute de la musique que je suis censé aimer, où je ressens plus d'émotion.
à force d'être biberonné dans un métier, des codes, des process, ça, c'était vraiment mon angoisse ultime. Tu l'as eu un peu des fois ou pas? C'est venu? Non, jamais. Non. Jamais. De manière très ponctuelle, sur une période très courte, etc. Mais non, parce que pour moi, si tu veux, c'est ma boussole, l'émotion. Donc, si un jour je perds ma boussole, comment je vais faire pour justement chercher des musiques ou aller faire tel courant musicaux, etc. Pour moi, la question de l'émotion, elle est essentielle. Après, ma formation juridique, ce que ça m'a apporté, c'est justement d'être dans un truc d'ultra rigueur, d'organisation. Et en fait, ça, c'est des codes qui m'ont vachement servi dans mon travail, parce que finalement, je dis pas que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, non, mais quand tu travailles dans des grosses agences comme Publicis ou BETC, tu travailles pour des industries, tu vois, assez costauds, des marques internationales, il y a des enjeux énormes, il y a des investissements énormes, t'as intérêt, mon gars, à être carré. T'as intérêt à être carré, sinon tu survis pas. Il y a beaucoup d'argent en jeu, de toute façon. Bah oui, voilà. Donc, on parle d'émotion, c'est une chose, mais c'est quand même, t'es quand même obligé d'avoir un résultat, quoi. Voilà, et donc, ça m'a vachement aidé pour me construire. Parce que, en fait, c'était un peu comme si c'était mon armure, ça. C'est comme si je savais que j'avais ce background-là qui me permettrait d'affronter tout ça. Et après, justement, c'est le prix de ma liberté. C'est-à-dire, c'est le prix de ma liberté créative pour justement un peu plus passer du temps pour m'attacher à ces questions d'émotion. Après, pour revenir à ces histoires de process, comment ça se passe? Moi, je bouffe de la musique quasiment H24, c'est-à-dire que j'en écoute par tous les canaux possibles. Et évidemment, les canaux ont évolué au fil du temps. Mais je continue d'aller dans des concerts, je continue d'aller dans des soirées, des festivals, etc. Et après, c'est plutôt sur la consommation, tu vois, évidemment, de disques. Ça a changé, évidemment, au fil des années. Donc, j'en écoute beaucoup comme ça. On m'en envoie beaucoup. Je suis baigné dans un environnement comme ça. Et je fais tout, d'ailleurs, pour être tout le temps, en permanence, baigné dans des nouveautés, des choses à écouter. Je motive beaucoup mes équipes, justement. Parce que j'allais te demander si tu avais des équipes qui t'aidaient. Oui, moi, si elles te nourrissaient de ça. Moi, je leur prends la tête pour que, justement, c'est pas dans l'esprit tiens, est-ce qu'il y a un truc que j'ai raté, parce que ça c'est impossible. Surtout aujourd'hui, en plus c'est impossible, vu le nombre de morceaux qui sortent pas le jour, si tu veux, dans tous les cas tu vas rater des choses. C'est pas tant ça, c'est plutôt moi d'être nourri, tu vois. J'ai besoin d'être nourri, et moi je me nourris moi-même, mais j'ai besoin que les autres me nourrissent. Donc tant mieux pour moi. Aujourd'hui, je suis encore manager d'artistes, comme vous l'avez signalé, donc eux-mêmes me nourrissent par leurs canaux, leurs réseaux. Ça se passe comme ça c'est la façon dont j'entretiens ma passion musicale. Et après, les process, je dirais que une fois que j'ai identifié des choses qui me parlent, j'essaye de les mettre dans un coin de ma tête. C'est comme des petites cases qui restent comme ça, un peu qui clignotent. Et j'essaye de les sortir ou de les activer au bon moment. Et bon, aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, je pilote quand même des équipes. Donc, il y a des équipes qui travaillent avec moi ou qui travaillent pour moi. Mais il y a des projets sur lesquels j'ai envie de m'investir plus que d'autres. Pour tout un tas de raisons. C'est pas que pour des raisons créatives, ça peut être pour des raisons même commerciales, des raisons parce que tu as une relation de confiance avec un client. Et tu vois, récemment, par exemple, justement, on m'avait envoyé un album d'une artiste que je connaissais déjà, mais cet album-là, c'est un peu une rupture par rapport à ce qu'elle faisait auparavant. C'est une artiste suédoise. Et j'ai pris une énorme claque. Et la personne qui me l'a envoyé l'album me dit, écoute, tiens, by the way, sache que c'est une nana qui a déjà fait pas mal de musique à l'image, elle fait même de la musique pour des ballets, etc. Et ça l'intéresse de travailler dans la publicité. Et là, mais le parfait aliment des planètes, je dois travailler sur des covers pour un morceau qu'on doit reprendre, je dois l'inscrire dans l'air du temps. On peut, selon moi, être dans la couleur musicale que l'artiste que j'ai... Juste petite parenthèse, excuse-moi, pour resituer la chose, que tout le monde ne sait pas ça. Est-ce que tu peux nous spécifier ce que c'est que la cover? Parce que ne pas confondre un plagiat, un cover, etc. C'est assez important, ça, parce que je sais que même beaucoup de créatifs avec qui on travaille sur des projets, quand ils disent un cover, pour eux, c'est un plagiat. Donc, vraiment de définir les choses. C'est simple. Un cover, c'est ce qu'on appelle une reprise d'un morceau. Donc, un nouveau master. Vous achetez les droits édito. On achète les droits éditoriaux d'un morceau et on veut faire une reprise du morceau. Donc, dans la pratique, ça veut dire quoi? C'est quand tu fais une reprise, tu dois respecter scrupuleusement la ligne mélodique du morceau, les paroles s'il y en a,
Par contre, tu dois faire un arrangement qui doit être suffisamment différent du morceau original pour pas qu'il y ait de confusion. On va dire parasitisme. Voilà, et de parasitisme ou voilà. Bon, bref. Parce que tu dois vraiment avoir un intérêt à faire un cover et c'est pas juste pour ne pas payer le master. Non, pas du tout. C'est ça. Et là, en l'occurrence, de toute manière, c'était vraiment le cas de figure idéal pour cette cover. C'était un morceau, je crois, fin 60, début 70. Il fallait l'inscrire vraiment dans l'air du temps. C'était une demande de l'équipe créative, du client. Et donc, c'était le scénario idéal. C'était pas que pour l'économie des droits phonographiques. C'est rarement le cas, objectivement. Ouais, des fois, les raisons économiques, c'est normal, tu vois. En fait, en vrai, ça se défend aussi, mais faut pas le faire. C'est vrai que les reprises ou les covers, faut pas le faire uniquement que pour la raison économique, parce que là, tu tombes sur un truc qui est problématique, c'est que si c'est le client qui t'a demandé ça, c'est parce que lui, il veut se payer l'original, mais il a pas le budget pour. Donc, il va te pousser, il va faire des modifs jusqu'à te demander. Voilà, jusqu'à te demander d'être le plus proche possible. Et ça, toi, tu sais que de toute manière, tu le feras pas. Ouais. Donc, c'est pour ça. Mais tout ça pour dire, oui, voilà, et l'artiste en question, et c'est là où je suis hyper content, c'est que c'était pas la seule qu'on avait sélectionnée pour avancer sur ces covers. On avait 5 artistes. C'est un gros projet, alors. Ouais, et en fait, à la fin, c'est elle qui a été choisie. Super. Pour moi, ça fait partie des joies de mon métier. Alors, la temporalité, l'alignement des planètes, l'alignement des planètes, c'est assez rare quand même d'avoir un truc où tu sais que c'est l'instant T où il faut le faire parce que l'artiste a une actualité. Et que toi, tu as un projet, des fois, il y a un décalage, mais là, en l'occurrence, c'était le cas, et d'ailleurs, le morceau, l'artiste... C'est magique, dans ces cas-là. Bah ouais, c'est une petite victoire, tu vois. Après, tu fais tellement de projets, heureusement que tu as ce genre de choses qui tombent comme ça, mais c'est génial, c'est un plaisir de fou, ça. Mais tu as parlé tout à l'heure, je sais pas si vous voulez qu'on termine là-dessus, et je peux le faire en concentré, même si je sais que je suis un peu bavard à mes heures, mais non. voire tout le temps. Mais la question du process... Je vous ai parlé de la question de la découverte. Souvent, le process, parce que c'est vrai qu'on est là aussi pour expliquer un petit peu aux gens comment on fonctionne. Le process, c'est que souvent, on a une création sur le papier qui est ce qu'on appelle le script, qui est vendu au client, et le client nous demande de rentrer dans une phase de production. C'est-à-dire, OK, j'aime bien ton idée, j'aime bien l'histoire, mais maintenant... Comment ça va se fabriquer, combien ça va me coûter, et donc là, tu abordes tous les aspects de la production, la musique en fait partie. Et donc, nous, on intervient à ce moment-là, on va à la rencontre des équipes créatives qui travaillent sur le projet concerné, et on échange ensemble pour se dire, tiens, la future musique, à quoi elle pourrait ressembler ? Le genre musical, le rythme, est-ce que c'est chanté, est-ce que c'est instrumental ? Est-ce qu'elle va dégager, est-ce qu'elle doit dégager, voilà, est-ce qu'elle doit exprimer ? L'émotion, le projet, la marque, c'est quoi les valeurs de la marque, tu vois ? Donc, c'est ce qu'on appelle le brief musical. Et là, plusieurs scénarios s'offrent à toi. Soit tu cherches vraiment une musique, soit tu la fais composer. Et donc, en fonction du scénario, tu lances tout ça, ce travail-là. Tu vas évidemment partager tes recommandations aux clients. Et il y a différentes étapes. Tu peux commencer à parler musique avant que le film soit tourné, en l'occurrence, à ce moment-là. Mais le moment décisif, c'est quand tu as le premier montage. Exactement, tu reçois le premier montage, t'essayes les musiques sur le montage, et là, tu vas voir les clients et tu leur proposes une ou plusieurs recommandations. Et après, dans le meilleur des cas, ils sont d'accord avec toi, et puis des fois, ils ne sont pas d'accord avec toi, puis là, tu recommences. Tu éprouves le même plaisir dans ce genre de process, tu éprouves le même plaisir à mettre une musique, à synchroniser une musique ou à faire une compo. Le travail n'est pas le même, mais est-ce que tu as le même plaisir aux deux ? Est-ce que c'est un plaisir différent ? La satisfaction du travail accompli, je l'entends, mais... alors, c'est marrant, cette question, parce que tu m'aurais posé cette question-là il y a quelques années. Oui, mais c'est ce soir, là. Non, mais je vais te répondre. Il y a quelques années, je t'aurais dit non, je préfère quand même faire pousser des morceaux préexistants plutôt que de faire composer. Parce que, à un moment, je me disais toujours, tiens, mais la compo, t'es déjà en train de diriger la personne. Est-ce que tu tues pas un peu la séquence émotionnelle ? Et ça, c'est ce que je pensais auparavant. Et en fait... Aujourd'hui, je suis beaucoup plus lancé parce que j'ai réussi à faire des trucs quand même en compo original avec des artistes dont je suis fan personnellement. Et en fait, c'est peut-être pas des morceaux préexistants, mais c'est un travail créatif qui est high level. Et donc aujourd'hui, j'ai autant de plaisir. Je te coupe une seconde parce que en préparant notre rencontre, on a regardé le dernier projet que tu as fait avec Apparat, justement. Ouais, ça c'est un bon exemple, tu vois, c'est-à-dire c'est un artiste, alors Dieu sait que j'ai essayé de le synchroniser par le passé. C'est le projet pour la marque Code, c'est un film qui s'appelle Find Your Courage. Et raconte-nous ça parce que moi je trouve qu'il y a une magie. Apparemment, donc tu as fait retravailler une composition, mais il y a une magie entre le sound design, c'est l'exemple type.
c'est la quintessence du métier de superviseur musical, du métier de sound designer. Honnêtement, c'est propre. Hein. C'est vraiment très, très propre, quoi. Bah, écoute, ça, c'est, voilà. Alors, c'est pour ça, je parlais de nuancer. C'est un bon exemple. C'est à celui-là, d'ailleurs, auquel je pensais. C'est une campagne avec plusieurs films. C'est entre 5 et 6 films. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une trame, quand même, qui soit la même sur l'ensemble des films. Mais dès le départ, il y avait cette volonté qu'on ait, pour chaque film, une espèce de typologie musicale sensiblement différente. Et pour autant, on avait cette volonté de pas juste aller voir un compositeur, voilà. On voulait travailler vraiment avec un artiste. Donc on a travaillé, comme on le fait d'habitude, en amont avec plusieurs artistes. Encore une fois, le casting, il était lourd. C'était du très très lourd parce que là, on voulait vraiment un truc high level. Ah, c'est des gros budgets, c'est des grosses campagnes. Au-delà, c'est pas tant une histoire de budget, c'était plutôt des artistes qui comprenaient la nature du projet. Et c'est pas le nom que vous allez chercher à ce moment-là. Non, c'est plutôt un artiste qui comprenne la valeur de la marque, la valeur de la marque. Et en fait, en gros, dans ce casting, il y avait effectivement Apparat. Et lui, dès le départ, la première démo qu'il nous a faite, franchement, il nous a mis par terre. Il était, 10 mètres au-dessus des autres. Mais vraiment. Et l'aventure, quand même, était semée d'embûches parce que c'était pas de la musique facile, en vrai. Et donc, on a eu à un moment pas mal d'échanges avec la marque. Par rapport à cet artiste-là, à la fin, c'est ce qu'ils ont choisi et la campagne cartonne. Et donc ça, c'est pour moi un très très bon exemple d'une belle compo originale où tout match. Le film, il est assez original. La musique l'est. On a fait un gros travail, comme tu l'as dit, de sound design. Mais d'ailleurs, parce que quand tu présentes typiquement sur ce genre de film, tu es obligé d'avoir les images pour pouvoir travailler le sound design. Oui. Quand tu vas présenter les différentes musiques, tu dis celle-là était 10 mètres au-dessus des autres. J'imagine que tu as dû en présenter d'autres. Ouais. Tu le présentes sans le sound design, sans l'image définie. C'est compliqué quand même, ce genre de choses. C'était hyper difficile parce que c'est vraiment un film où il y a un gros travail de post-prod. Énorme. C'est toujours la même chose. Alors la post-prod, pour ceux qui, je sais pas si on doit aller aussi loin que ça, la post-production, c'est tout le travail qui se fait une fois qu'il y a eu le tournage du film. Et quand vous avez un film avec des effets importants, des effets visuels, et des effets visuels, tu sais qu'à un moment, tu vas pas avoir la résolution à l'image que tu auras à la fin. Donc, tu dois bien attaquer ton travail de composition à l'image. Donc, t'attaques avec un montage qui est work in progress. Donc, faut faire un peu d'interprétation à ce moment-là. Ce que vous, professionnels, vous savez faire, mais ton client, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu arrives avec tes premières musiques, tu te retrouves avec un fond vert et des personnages sur un fond vert, schématiquement. Tu présentes tes musiques et il y a rien. Ça, c'est ton travail d'arriver à faire se projeter le client sur ça. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu 2 étapes avec le client. La validation d'Apparat, elle a été assez rapide. Par principe, on a voulu proposer, comme on se l'est dit, au-delà du fait qu'on a travaillé avec plusieurs compositeurs et artistes, on a proposé aux clients, je sais plus, sur tous ceux qu'on a fait travailler, on en a fait écouter 3 sur tous ceux qu'on avait fait bosser. Mais le client, assez rapidement, il a dit Apparat. Sauf que, quand on dit un client, c'est pas un client, c'est des clients. Ouais. Et tu peux te retrouver dans un scénario où des fois, tu as une validation d'une partie de l'équipe, mais tu n'as pas tous les clients qui ont vu ça à ce moment-là. Et tu n'as pas le boss. Tu n'as pas un boss, tu en as plusieurs qui ne sont pas là à ce moment-là. Et il y a eu un petit moment où il y avait des interrogations par d'autres personnes sur le chemin qu'on prenait, qui est quand même, c'est quand même une direction musicale quand même, somme toute assez originale, tu vois. Ça grince un peu, c'est électronique, mais c'est pas si lisse que ça. C'est pas lisse du tout, tu vois. C'est un peu, voilà, c'est. Et donc, il y a eu... en fait, c'était comme si c'était... j'avance et je recule un peu. Alors, nous, on était surpris parce qu'on se dit... presque la première étape, on était là... alors dis donc, c'est passé comme une lettre à la poste, le truc. Allez hop, c'est vendu. Puis après, c'est... Ah non, en fait, c'est pas si simple que ça. Tu sais, donc là, tu flippes un peu à ce moment-là. Ça me fait penser, je cite souvent ce film, c'est les débuts de La Grande Vadrouille, où De Funès, il est en train de... C'est le même film, c'est pareil. Il y a autant de VFX. Il a un niveau de temporalité, tu veux dire. Il est chef d'orchestre, et je sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr, évidemment. Et il dit, bon, c'est génial, donc on a fait, bon, c'est génial, sauf vous et tout. Et puis on rentre, bon, c'était de la merde, en fait, tu vois. Bah oui. Il a ce truc-là. Il y a souvent ça, c'est vrai qu'effectivement... Ça peut arriver. On a beaucoup cet aller-retour de c'est super, mais on demande des modifs. Bah, en fait, ça va jusqu'au moment où en fait tu comprends que le débrief que t'as, ça va plus. C'est que tu vas pas y arriver. Et tu risques de pourrir le truc et tu perds la magie. Voilà. Ça, là, ça allait pas aussi loin que ça sur ce projet-là, mais quand même, il a fallu quand même qu'on défende, on va dire, notre parti pris là-dessus.
Et puis oui, parce que c'est vraiment effectivement une musique très particulière, c'est un objet très particulier. Tu peux pas te rappeler d'un gimmick, tu peux pas te rappeler d'un truc, c'est une atmosphère, c'est une ambiance, une émotion pure. Et c'est un peu comme c'est un peu comme My Bloody Valentine que t'aimes beaucoup, qui est un truc que tu cites, c'est-à-dire ils arrivent à faire avec du bruit, pas une mélodie, mais avec on rejoint ce que t'aimais quand t'étais gamin, on rejoint ces choses-là où tu vas aller trouver l'émotion pure au sens du truc et arriver à le vendre au client. Et c'est bien parce que et bravo parce que quand des gens à ton poste arrivent à vendre à un client ce genre de choses et parce que ça fait avancer les choses, comme ça a été fait avec Air France et petit à petit, tu arrives à faire des choses de plus en plus belles, de plus en plus construites et donner confiance au client qui va te laisser essayer des choses, même si ça n'aboutit pas parfois, au moins tu as pu essayer et ça, c'est un plaisir. Et c'est pour ça que si tu veux, c'est pareil, tout à l'heure, quand vous posiez des questions légitimes sur tiens, comment tu fonctionnes, etc. Moi, des fois, on me disait aussi, mais les tendances, moi, j'ai toujours dit, si tu commences à suivre les tendances dans le métier que tu fais, t'es mort. T'es forcément en retard. T'es forcément en retard. Parce que la tendance, ça veut dire que c'est déjà du passé. Donc, c'est sans aucune prétention, parce que j'ai les pieds sur terre, je travaille dans la communication, je travaille pour un grand groupe, je travaille pour des marques, j'ai beaucoup de respect pour les marques pour lesquelles je travaille et beaucoup de respect pour l'environnement professionnel dans lequel je travaille, donc le groupe de communication actuel dans lequel je suis, Publicis, c'est avant évidemment quand j'étais chez BETC, mais je sais la place que j'ai et ce que je fais. Tu vois, je travaille pour des marques. Mais tu peux faire avancer des choses. Donc quand je dis, quand on se raconte tout ça, c'est à travers certaines expériences, tu peux faire, un peu changer les choses. Puis en plus, moi, si tu veux, c'est pas de la frustration, parce que je suis pas touché directement, mais je parlais tout à l'heure de mon éducation musicale et d'arrivée de radio comme Énergie quand j'étais gamin. Je trouvais que c'était une Énergie Le Havre. Non, c'était Énergie tout court. Ah, que tu écoutais, tu veux dire que j'écoutais. Je croyais que tu avais bossé Énergie Le Havre. Il y aurait eu respect. Non. Plus j'ai fait des trucs différents, mais non. Non, mais j'ai découvert des choses à travers cette radio-là quand j'étais gamin. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes radios, en tout cas en France, elles ont perdu leur pouvoir prescripteur. Tu vois, c'est triste quand même quand tu y penses, parce qu'au départ, une radio, c'est ça, sa fonction initiale, c'est de faire découvrir des artistes. Et en fait, aujourd'hui, on est rentré dans les trucs où, en fait, c'est très, très loin. Il n'y a plus de grande radio qui a ce pouvoir de prescription. Ils veulent plus prendre de risques, tu vois, et c'était ça. Et en fait, à travers nos métiers, on peut aussi des fois passer entre les mailles du filet et faire découvrir des trucs qui passeraient jamais en radio. Et notre terrain de jeu, il est finalement aussi créatif et aussi libre, aujourd'hui si on plus, peut dire. même plus que. Même aujourd'hui plus, si, encore une fois, c'est ce que je vous disais, j'oublie pas que je travaille dans un écosystème qui est ce qu'il est. Mais c'est ce que tu disais, on sent plus qu'un respect, un amour, non seulement de la musique évidemment, mais du milieu dans lequel tu travailles aussi. De toute façon, tu restes pas autant d'années, si tu n'aimes pas un minimum la musique, mais aussi la communication, les marques, etc. Et c'était une des questions que je voulais te poser, parce que tu as quand même fait aussi une incursion dans la fiction. Tu es resté, et avec amour, et avec dans la publicité. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être, est-ce qu'il a manqué quelque chose? Est-ce que tu as senti que tu n'avais pas envie d'y aller? Tu étais heureux où tu étais? Tu aimes la publicité? Tu aimes la communication? Plus que, alors que tu disais, je suis un amoureux aussi des films, etc. Du cinéma, du cinéma. Ouais, je vais te répondre. C'est assez simple. Ce qui est formidable, en fait, si tu prends la communication, parce que la publicité, des fois, ça peut avoir un caractère péjoratif. Le monde de la communication, si tu le prends bien, de manière rationnelle, c'est un truc qui est formidable parce que tu es au carrefour de toutes les disciplines culturelles. Tu as la photographie, tu as le cinéma, la musique, et voir d'autres choses, tu vois. Tu peux côtoyer des gens dans l'univers des jeux vidéo. Ça peut même être aussi aujourd'hui ce qu'on parle food, la food, tu vois. De toute façon, aujourd'hui, c'est plus que jamais à 360 au sens large du terme. Et donc, c'est ça qui, moi, m'intéresse dans la communication, entre autres, parce que c'est un peu la somme de mes expériences depuis que je suis gamin. J'ai parlé de la musique. Avant, c'était le cinoche. Avant le cinoche, j'étais un taré de jeu de rôle. J'étais dans un truc encore une fois passionné où j'ai monté aussi un club de jeux de rôle quand j'avais 10 ans. Avant les jeux de rôle, c'est l'arrivée du gaming avec les premières consoles de jeux, etc., etc. Moi, je m'intéressais à tout ça. Et donc, pour moi, c'est génial parce que c'est toutes mes passions qui sont au même endroit et je peux faire cohabiter un peu tout ça. Et tu mets au même niveau, c'est l'entertainment en règle générale. Je suis un amoureux de l'entertainment, mais parce que c'est mon background. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est une première raison. Et après, encore une fois, si t'es dans une forme de curiosité, le monde de la communication, c'est quand même un milieu qui est assez, qui est vachement intéressant parce que quand tu dis communication, faut savoir communiquer. Tu fais pas passer une idée de la même manière selon la façon dont tu vas communiquer avec les autres. Souvent, les gens
ils peuvent avoir une image un peu péjorative de la communication, parce que pour eux, des fois, quand on dit la communication, ils pensent aux hommes politiques. Mais eux, ils sont tellement dans des diktats de communication que c'est évidemment des fois un peu emmerdant. Mais la communication bien amenée, quand tu tombes sur un très bon communicant, tu prends une leçon. Tu vois, moi, j'ai côtoyé des gens qui sont passionnants, avec des profils très différents, des réalisateurs, des musiciens, justement des excellents communicants, des Français, des internationaux. En fait, la personne, elle ouvre sa bouche. Normalement, en 3 secondes, t'as capté que c'est un tueur ou que c'est une tueuse. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui est curieux, donc j'aime le milieu dans lequel j'évolue. Et voilà, je pense que c'est les raisons principales du fait que j'ai pas bougé. Quand j'ai travaillé, en fait, la raison principale, pourquoi j'ai travaillé un peu sur des séries et dans le cinéma, sur la musique à l'image, c'était que quand j'étais plus jeune, par contre, j'ai eu un petit moment où j'avais une petite frustration du format dans lequel je devais travailler. La publicité, par nature, c'est un format court. Le cinéma, c'est un format extrêmement long. Et en fait, tu fais pas passer des émotions de la même manière sur un format court ou sur un format long. Et moi, j'avais envie de me tester sur un format beaucoup plus long. Et j'ai pas eu besoin vraiment de chercher. L'opportunité s'est présentée à moi, où j'ai fait connaissance par des contacts avec un réalisateur qui, à l'époque, était un mec hyper connu qui s'appelait Gérard Pires, puisqu'il avait été le réalisateur de Taxi. Et il s'est lancé dans ce film qui était il voulait faire un Top Gun à la française. Ça s'appelait Les Chevaliers du Ciel. Il y avait un casting de malades. Avec Clovis Cornillac, Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine Payas, si je dis pas de bêtises. Et l'image était belle, hein. Je t'avoue, j'ai un souvenir assez lointain. Bon, le film, il est ce qu'il est. Je crois pas que ça sera un film. Il a cartonné, mais par rapport aux attentes qu'ils avaient, ils auraient voulu faire plus. Par contre, moi, je me suis amusé parce que c'était un casse-tête. Je crois que ça fait 1,3 million entrées. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, sa femme ou son ex-femme à l'époque qui me contacte, qui était productrice, et elle me dit écoute, il a fait toute la place de Paris, il galère parce qu'il trouve personne pour comprendre ce qu'il a envie de faire. Je suis et elle me dit déjà quand ça se présente comme ça, non mais ça se présente comme ça, tu sais pas trop. Ouais. Et là, lui, il est génial. Il était bien fou. Et elle me dit est-ce que tu peux le rencontrer? Je suis bien sûr. Et je le vois. Et là, le mec, il me dit écoute, moi, c'est simple. Sur mon film, je veux faire une bande son où c'est quasiment 100% de compo original. Jusque-là, ça va. Mais je veux faire c'est 100% ou c'est 80%. Je veux que ce soit un groupe qui fasse intégralement la bande-son du film. Bon, ok, peut-être, mais... Et là, il commence à me sortir ses références. Il me dit, tu vois, simple, hein, Radiohead, Muse... Waouh, voilà. Et là, je comprends le problème. Tu vois, je l'ai identifié. Il me dit, tu vois, ils me répondent pas, ils veulent pas, etc. Donc, j'allais pas, évidemment, une tentative de séduction pour travailler sur le projet, lui dire, oui, mec, c'est normal. Je veux dire, c'est un boulot conséquent de travailler sur une bande-son d'un film. Tu fais 2 heures de musique, c'est un truc de ouf, tu vois, surtout quand t'as un agenda comme ce que peuvent avoir ces artistes-là. Et en fait, en même temps, l'idée me séduisait et j'ai identifié de trouver un mec qui soit un vrai artiste. Encore une fois, on était dans cette dynamique, qui soit un vrai artiste, mais qui a pas l'agenda de Radiohead. Ouais. Et donc, j'ai travaillé avec un mec à l'époque et en fait, il a complètement compris le truc. Il a fait un essai sur une scène clé du film et en fait, on a travaillé ensemble. Et c'est vrai que la bande son, moi, j'étais fier de ce qu'on a fait. On a synchronisé quelques morceaux aussi, dont j'étais fier. T'en as forcément quelques pas. T'es obligé d'avoir quelques synchros quand même. Mais oui, bien sûr. Mais j'ai quand même réussi à lui refourguer un morceau que j'adore des Pixies. C'était une petite victoire parce que, je sais pas, j'avais pas eu l'occasion de les synchroniser, les Pixies, sur un film de pub. Et là, je lui ai proposé ce track-là, entre autres. Enfin bon, bref, voilà. Donc, quand j'ai fait ça, après, ça m'a plu. Mais j'ai vu le temps que ça prenait quand même, c'est un truc de dingue. Il y a un truc aussi que j'adore, c'est vraiment la temporalité. La temporalité n'a rien à voir. Ouais. Et d'ailleurs, si tu me disais... Entre le moment où tu le rencontres la première fois, où tu contactes le compositeur avec qui tu as travaillé, c'est combien de temps jusqu'à ce que le film sorte et que tu aies fini le job? T'en as pour 1 an et demi au moins, hein? Quoi, dans le cinéma, tu veux dire? Non, mais sur ce film-là, entre le moment où tu rencontres film-là, alors, sur ce film-là, non, ça n'a pas duré aussi longtemps parce qu'on était... C'était déjà en phase de prod, il était déjà... Ouais, il était en fait, il était en train de récupérer, il était en phase de post-prod, justement. Ah oui, d'accord. Le film était tourné, il y avait juste une scène du film et en fait moi mon travail il a duré 6 mois. Ouais, ça, d'accord. Tu vois, il a duré 6 mois, mais quand tu parles à des gens qui travaillent, dont c'est le boulot à plein temps, qui travaillent sur la musique à l'image en Cinoche, pour eux 6 mois c'est normal. C'est normal. Eux ils peuvent travailler des fois sur des projets où ça dure 2 ans, voire 3 ans, tu vois.
Moi, par contre, c'est aussi un truc qui me plaît bien dans la publicité, c'est que nous, nos échéances, elles sont beaucoup plus courtes. Et en fait, surtout, on peut pas les exploser. C'est intéressant, ça de le raconter, c'est qu'en fait, nous, il y a une date de livraison d'un spot, et quand un spot de pub, il va être diffusé, les clients, ils achètent ce qu'on appelle de l'achat d'espace. Et l'achat d'espace média, c'est tellement des sommes en jeu qui sont tellement conséquentes que tu peux pas dire « Ah, désolé, on va décaler d'une semaine. » Non, parce que tu te prends des pénalités qui sont tellement dissuasives que dans tous les cas... Que tout d'un coup, il aime bien ta musique, tout d'un coup. Ah bah, ça va, en fait. En tout cas, tu trouves des solutions. Tu trouves des solutions pour que t'aies coûte que coûte terminer ton projet à une échéance. Et moi, j'aime bien ce côté un peu sprints, tu vois. C'est pas une course de fond, comme c'est un peu plus dans le cinoche. J'aime bien ça le côté peut être frénétique parfois aussi, quand même. Hein. Justement, parce que comme tu sais que tu as une date butoir, parfois tu es sur des projets. C'est ça qui est extraordinaire dans la publicité. Hein. C'est que quel que soit le temps que tu as au départ, c'est toujours sur les 15 derniers jours où ça s'excite et voilà. Et c'est ça, ce côté frénétique, c'est une adrénaline en quelque sorte. Et personnellement, moi j'adore ça. Je sais pas toi si c'est la même chose. Parce que tu as deux cas de figure. C'est-à-dire le cinéma, si c'est 6 mois, etc., c'est fatigant de t'entendre de voir le travail que tu fais ne pas aboutir, même si tu prends extrêmement de plaisir à le faire. Parfois, tu as envie de voir les trucs sortir. Tu te dis, c'est un tunnel dans lequel je m'engouffre. Et la publicité amène ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de la frénésie et de la fatigue et parfois des changements d'avis, etc., en une année, tu fais combien de projets, toi ? C'est stratosphérique. Tu fais 1000, mais tu fais des 1000 projets par an. Quoi, c'est pas loin de ça. Tu vois, c'est-à-dire que les gens qui font des films à côté, ils en ont fait un demi ou un. Ouais, mais c'est en fait c'est autre chose. Non, mais en fait, pour moi, je vois les choses de manière différente. Soit j'ai expliqué pourquoi je continue de travailler dans la communication et dans la publicité, et je continue de le faire. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur des séries ou sur le cinoche. Mais c'est une histoire aussi souvent de rencontres. Tu vois, par exemple, Les Chevaliers du Ciel, Gérard Piret, je le connaissais pas. Le mec était fou dans le côté créatif du terme, mais je me suis hyper bien entendu avec lui. T'as eu envie de t'embarquer dans son... Ouais. Franchement, même s'il était ultra exigeant, je me suis bien amusé. Ça a été long, mais ça a été un bon moment. Il y a eu des moments un peu tendus, mais c'était marrant. Par contre, tu vois, à contrario, j'ai travaillé sur des séries pour une plateforme qui se lançait, etc. Et je devais travailler sur une vingtaine de séries en même temps, sur 6 mois. C'était un truc de malade. C'est pas possible. Et la plupart, ça s'est bien passé. Par contre, le réalisateur, ça n'a pas du tout fité. Mais alors, quand je t'étais imposé par la plateforme, toi, en l'occurrence, d'accord. Ouais, j'avais pas le choix. Je devais travailler avec lui. Et je pense que lui non plus. Non. Et lui, et en fait, 9 fois sur 10, tu sais, ces rencontres-là, ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne pas. Et on va en rester là, tu vois. Et j'ai dit, c'est fini. Avec évidemment le producteur qui a accepté que pour la première fois sur la vingtaine des séries, surtout 20 séries en même temps. Enfin, voilà. Mais ça, moi j'aimais bien le challenge, tu vois, c'était cool. T'avais des gens qui travaillaient avec toi, t'étais pas tout seul. Évidemment, tu vois, bien sûr, j'avais monté une équipe et tout. Mais ça, j'aimais bien justement. C'était un challenge quand même de dire. Alors en fait, au final, je dis 6 mois, ça n'a pas duré 6 mois, ça a plutôt duré 8 ou 10 que 6, parce que ça déborde toujours. Mais contrairement à la pub. Ouais, exactement. Ils peuvent retarder. Mais tu vois, là, c'était un truc de. En fait, ça a pu bien se passer, ça s'est pas bien passé. Et en fait, voilà, tu vois, moi, je fonctionne vachement à la rencontre. Et donc, c'est pas tant la publicité. Tu sais, excuse-moi, je te coupe. Ce que je vois, c'est marrant, c'est que finalement, t'as pas beaucoup de films ou de séries qui font découvrir des artistes. C'est ce que tu disais, toi, ton ADN au départ, t'as un vrai truc dans la publicité d'être un précurseur. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que t'as plus l'occasion dans la publicité. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui t'a plus plu ? Il y a eu une évolution ces dernières années. Dans les films. Alors, c'est pas la même chose. C'est pas le même médium d'expression. Il y a quand même moi des films dont je suis fan qui m'ont marqué aussi à cause de la musique, voire certains que à cause de la musique, tu vois, et que ce soit des films d'aujourd'hui ou de ces dernières années, comme des trucs qui ont baigné mon enfance ou mon adolescence. Donc, c'est pas tant dans la découverte, tu vois, je veux dire, t'as des producteurs, de musique culte qui ont fait des bandes-sons de malades, tu vois, je veux dire, comment elle s'appelle, celle qui a fait la musique de Orange Mécanique, c'est du lourd, tu vois. Wendy Carlos, voilà, c'est ça, Wendy Carlos. Parce que j'ai un ordinateur. Tu vois, t'écoutes le truc aujourd'hui encore, t'es là, tu te dis, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Incroyable. Après, t'as un objet. Bien sûr. Tu dis, j'ai des musiques que j'ai kiffées sur des films que j'ai pas kiffé. Je pense pas qu'Orange Mécanique. Non. Voilà. Les deux sont indissociables. Les deux sont indissociables. Voilà, c'est ça qui est magique dans nos métiers. C'est-à-dire que quand tu as la possibilité de faire sur certains films un chef-d'œuvre, parce que c'est une œuvre composite, c'est-à-dire qu'un film n'existe pas sans musique, et c'est ça qu'on aime ici. C'est-à-dire, c'est parler de ce lien, de cette émotion. Ça va aider la narration, la musique, ça va la porter, ça va te porter l'émotion.
Tu as des chef-d'œuvre, tu vas peut-être un peu fort, tu vois. Bah, Orange Mécanique. Orange Mécanique. Ah oui, tu parles d'Orange Mécanique. Oui, ah oui, non, pardon, je parle pas de toi. T'es pas un chef. Non, je croyais que tu parlais d'une pub. Non, mais je dis. Non, mais quand on arrive. Oui, Orange Mécanique, bien sûr. Voilà, mais quand t'arrives mais même une pub, sans que ça devienne un chef-d'œuvre, quand t'arrives à magnifier, surtout. Ah, ça, c'est sûr. Ça, quand t'arrives à porter au plus haut de ce que tu pouvais faire, c'est ça qui est génial dans ce métier. Les planètes, comme tu disais. Mais moi, c'est le moment que je préfère dans le boulot que je fais. C'est-à-dire, en fait, souvent, quand t'es dans la phase préparatoire, même si moi, aujourd'hui, j'arrive à rationaliser des choses, les annonceurs, les clients, ils sont quand même dans un truc, quand ils n'ont pas vu une musique portée par une image, ils sont dans un truc j'aime pas, tu vois, pas toujours sur des critères qui sont ceux que tu attends, c'est-à-dire j'aime pas, c'est pas un critère. C'est pas un critère, c'est ses goûts musicaux, tu vois. Certains, évidemment, encore eux, et c'est génial là-dessus, font preuve d'une forme de curiosité, mais ce moment-là, c'est ça. Par contre, c'est le moment clé dans notre boulot, c'est justement, on parlait du premier montage. Quand tu poses une musique sur une image et qu'il se passe quelque chose, c'est magique. Et tu peux après expliquer à l'annonceur pourquoi et le faire sortir du j'aime pas. Exactement. C'est ça, le cœur aussi du superviseur musical dans la publicité, c'est d'arriver à créer un dialogue, à créer une explication avec l'annonceur de manière à ce qu'il sorte du j'aime pas. Parce que sinon, tu n'avances pas. Et c'est pour ça que notre métier, on va dire, est pas si simple parce qu'il faut un dosage d'ingrédients divers. Il faut avoir des notions sur les questions de droit parce que des fois, tu peux pas te payer une musique sur si tu n'arrives pas à la négocier. C'est une notion d'argent, ça aussi. Non, mais le droit. Si t'arrives pas, donc les droits. T'es pas obligé d'être juriste, mais t'es quand même obligé de comprendre comment marchent les droits. Ensuite, il faut avoir des données commerciales. C'est-à-dire, faut savoir vendre la musique entre guillemets. Ouais. Alors, c'est presque la fin, ça. Avant ça, il y a la partie créative, c'est-à-dire avoir une forme de culture musicale, quelle qu'elle soit, et qui soit suffisamment accessible pour parler au plus grand nombre, même si t'as tes goûts perso et que tu essayes de défendre une ligne éditoriale, tu vois, il y a un peu de droit, il y a un peu de créatif, il y a un peu de commercial, et surtout, il y a la partie production, c'est-à-dire fabriquer de la musique, comprendre comment elle se fabrique. Donc, c'est un dosage quand même, il n'y a pas d'école, on en a parlé tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de formation, mais c'est un dosage quand même qui est assez complet. C'est un instinct animal qu'il faut un peu. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Je pense que si on continue là-dessus, à moins que Antoine, mais je pense qu'on va faire toute la nuit là-dessus. Ouais. Non. On s'est amusé à faire une petite liste de questions qui voilà. Déjà, j'aimerais, même si je crois que je sais, ton festival de musique incontournable. Ça, c'est assez simple. C'est le seul que je fais depuis plus de 20 ans. C'est un festival qui a lieu chaque année à Barcelone qui s'appelle le Sonar Festival. Ma deuxième question, est-ce que t'aimes y aller seul ou en groupe à ce festival ? En groupe. Indispensable. T'es concert ou t'écoutes plutôt de la musique à la maison à la cool ? Les deux. Je préfère aller voir des concerts. T'es plutôt Oscar ou César ? Oscar. Comédie française ou blockbuster américain ? Blockbuster américain. Beaucoup plus compliqué. Zimmer ou Williams ? Facile. Pour moi, c'est Hans Zimmer. Beethoven ou Mozart ? Mozart. Trop de dramaturgie chez moi, chez Beethoven. Tu cuisines en musique ? Ah oui, bien sûr. Et t'écoutes quoi ? De tout. Ça peut être des trucs un peu clichés, zen, mais j'écoute pas de la musique de catalogue quand je fais à bouffer quand même. Hein. mais j'écoute de la musique assez épice et tout. Ça peut être ça. Ça change tes plats en fonction de ce que t'écoutes ou en fonction de ce que tu cuisines, tu peux changer ? Non. C'est assez marrant d'ailleurs parce que j'ai une même passion pour la bouffe que pour la musique, aujourd'hui en tout cas. Mais c'est pas pour ça que j'essaye absolument de les faire coïncider. Mais des fois, ça coïncide où j'aime bien écouter de la musique pendant que je fais à bouffer. Tout bêtement parce que quand t'aimes bien cuisiner, les choses prennent du temps. Et donc, pour passer le temps, t'aimes bien avoir un truc qui te met en immersion. Et puis qui t'accompagne. Ouais, exactement. Alors, Valkyrie dans Apocalypse Now ou Kanye West dans Joker ? Waouh, Valkyrie. Le thème de Star Wars ou Le Bon, la Brute et le Truand ? Là, c'est difficile parce que j'aime bien les deux, mais je dirais Le Bon, la Brute et le Truand parce que c'est Morricone, c'est ça ? Ouais, bon, voilà, il n'y a pas photo. Voilà. Et en parlant de Morricone, mais j'ai un peu ma réponse, c'est Il était une fois dans l'Ouest ou Titanic avec Céline Dion ? Bon, je me pose à te répondre. Écoute, un grand merci à toi, Christophe. Merci à vous, c'était intéressant. C'était un très bon moment d'échange. Et on a appris beaucoup de choses. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on s'aperçoit que c'est vraiment des métiers de passion et que c'est des métiers t'es obligé d'être passionné pour faire ce métier-là, quoi. Et c'est agréable de t'entendre l'expliquer, quoi. Donc, en résumé, pour ceux qui nous écoutent, sur votre CV,
une petite ligne. Hobby, je fais des soirées. Quoi. Ouais. Pourquoi pas, en tout J'aime cas. la teuf. Ça peut être... En tout cas. Alors, j'aime la toche, je me méfierais. Mais en tout cas, organisateur d'événements, ça me titillerait. Voilà. Bon, un grand merci à toi. Ouais, merci à vous. À très vite.